Les Libanais, à l'époque et aujourd'hui encore bien plus, s'ils veulent se sortir de l'embarras dans lequel ils se trouvent, eh bien, ils n'ont qu'un seul allié sur lequel ils pourraient véritablement compter et qui pourrait les aider sans problème, c'est Israël. Raphaël Yerushalmi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on va se projeter 40 ans en arrière, jour pour jour, le 6 juin 1982, début de ce que l'on appelle à l'époque l'opération Paix en Galilée. Où est-ce que cette opération vous surprend? Vous êtes déjà à l'époque déjà dans l'armée israélienne? Oui, je suis à l'époque un jeune sous-lieutenant à l'école des cadets de la marine, basé à Haïfa. Et donc, dans la nuit qui précède, nous sommes évidemment déjà au courant. Une semaine avant, un bateau est parti prendre des photos du rivage du Sud-Liban, car la marine a joué un rôle assez important dans cette opération de la paix de Galilée, parce que par rapport aux autres guerres d'Israël, il y a eu une grande utilisation de la marine, inclus donc des tirs de missiles à partir de nos bateaux vers les bases de terroristes du Sud-Liban et des débarquements sur les plages, sur les rivages du Liban, orchestrés donc par la marine avec des bateaux en provenance de Ashdod et de Haïfa. Il y a eu des débarquements. De la marine. Il y a eu des débarquements, débarquements de soldats par voie maritime. Exactement. Ce qui était une première pour la marine israélienne dans une opération de cette envergure. Alors, vous vous rappelez de cette période, avec le recul du temps et après avec votre expérience par la suite, puisque par la suite vous allez être officier des renseignements, finalement, on se pose la question, est-ce que... D'abord, premièrement, la première question qui reste toujours en suspens, est-ce que finalement Ariel Sharon, alors ministre de la Défense, voulait aller bien plus haut que les fameux 40 kilomètres dont il avait parlé dans le cadre du gouvernement? En tout cas, c'était apparemment la promesse qu'il avait faite à Menachem Begin. Est-ce qu'il y avait eu véritablement une intention d'instaurer un ordre nouveau ou un nouvel ordre dans le Liban de l'époque de la part d'Ariel Sharon? Oui, mais aussi de Menachem Begin, qui a en fin de compte toute cette guerre du Liban était basée sur un seul homme, Gemayel, qui était le personnage que nous devions mettre en place. Ce que nous voulions, c'était en fait atteindre Beyrouth et mettre en place un gouvernement mené donc par Gemayel, qui aurait, lui, c'était conclu dans des accords secrets. Par Bachir Gemayel, hein, il faut préciser. Oui, Bachir Gemayel, avec qui nous avions des accords secrets et qui avait donc promis que s'il était instauré chef du gouvernement libanais, il signerait la paix ou une normalisation avec Israël. Et c'est la raison pour laquelle il a été assassiné. Et donc, à partir du moment donné où Bachir Gemayel était assassiné, toute notre opération tombait à l'eau dans la mesure où il n'y avait plus effectivement cet allié à mettre en position au gouvernement pour signer la paix avec Israël. Alors, ce qui a continué, c'était le nettoyage très important des bases terroristes. Il ne faut pas oublier que Yasser Arafat et tous ces hommes occupaient tout le Sud-Liban. Ils avaient instauré au Sud-Liban une dictature terroriste qui terrorisait les habitants, surtout les chrétiens du Sud-Liban, avec des bases desquelles ils opéraient pour attaquer Israël. Ce nettoyage a fait que très très vite, dès le lendemain pratiquement, Arafat s'est enfui vers Tripoli et puis ensuite les autres factions terroristes ont commencé aussi à s'enfuir, à évacuer le Sud-Liban. Donc je ne sais pas si ça a été la paix pour la Galilée, mais ça a été la paix en tous les cas pour les habitants du Liban, débarrassés de tous ces bases terroristes. Alors, avec ces 40 années de recul que l'on peut prendre aujourd'hui, finalement, on a le sentiment que on a échangé l'OLP, les terroristes palestiniens, par des terroristes du Hezbollah, puisque le Hezbollah, jusque-là, bien, c'était minime, c'était infime, il y avait des chiites même à l'intérieur de l'armée du Liban Sud. Comment expliquer ce changement, ce qui s'est produit, ce développement du Hezbollah qui a de facto poussé Israël dehors en mai 2000?
Oui, une grave erreur. On peut dire la même chose du Hamas à Gaza, qui a pris aussi une ampleur démesurée, avec une sorte de passivité de Tsahal et des gouvernements israéliens successifs, laissant effectivement le Hezbollah prendre de plus en plus de force, et n'agissant pas, se contentant de dire que c'était la responsabilité du Liban, que tout ce qui se passe sur le sol libanais, c'est le gouvernement libanais qui est responsable, alors que nous savons très bien que l'armée libanaise n'est pas en mesure, n'est pas assez grande ni forte pour combattre des factions terroristes de cette taille. Donc, à mon avis, là, il y a eu une erreur stratégique dont nous risquons un jour de regretter amèrement le coup. Est-ce qu'avec le recul, parce qu'aujourd'hui on parle, le hasard des calendriers a voulu qu'il y ait à nouveau une tension, mais cette fois sur le plan maritime avec entre le Liban et Israël autour de gisements de gaz. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager ce qui s'est finalement produit, on va dire officiellement, mais qui ne s'est jamais concrétisé, c'est-à-dire un accord de paix entre Israël et le Liban, puisqu'il y a eu un accord de paix en 1983, si je ne m'abuse, avec Amin Gemayel à l'époque. Oui, alors évidemment caduc malheureusement, mais il y a des voix aujourd'hui, en tous les cas au Liban, qui s'élèvent en parlant d'une normalisation possible avec Israël, dont la fille du président Aoun, il y a 3-4 mois, qui a mentionné cette normalisation possible. Il faut bien comprendre une chose, les Libanais à l'époque et aujourd'hui encore bien plus, s'ils veulent se sortir de l'embarras dans lequel ils se trouvent, eh bien, ils n'ont qu'un seul allié sur lequel ils pourraient véritablement compter et qui pourrait les aider sans problème, c'est Israël. La diaspora libanaise, qui est avec beaucoup d'oligarques, il y a autant d'oligarques et milliardaires libanais qu'il y en a de Russes, injecte un petit peu d'argent, mais ça ne suffit pas. Les pays arabes n'aident pas du tout, même l'Arabie Saoudite conditionne son aide au fait que les chiites du Hezbollah doivent quitter le Liban, en tous les cas quitter le pouvoir. Donc il n'y a pas d'aide de ce côté-là. Il n'y a pas véritablement une aide internationale sérieuse malgré la visite de Monsieur Macron qui avait promis aussi son aide, mais on n'a pas vu grand-chose arriver. Et en fin de compte, le seul pays qui est capable d'abord humanitairement tout de suite sur le plan médical, sur le plan de la nourriture, d'aider le Liban, mais ensuite sur le plan de la reconstruction de son économie, c'est Israël. C'est donc absolument ridicule que le Liban s'obstine et continue. Enfin, le Liban, ce n'est pas le peuple libanais, ce sont les dirigeants corrompus qui sont jusqu'à aujourd'hui au pouvoir à Beyrouth, s'obstinent à ne pas vouloir normaliser leurs relations avec Israël. C'est bien dommage, Israël le regrette. Nous avons d'ailleurs sur le plan de ce qui est discuté en ce moment de la frontière maritime, depuis l'an 2000 que ces négociations durent, Israël a offert des concessions, a offert des compromis que les Libanais ont refusés, toujours avec cette même obstination de ces dirigeants aveugles et qui ont d'ailleurs précipité le Liban dans la crise humanitaire économique dans laquelle il se trouve maintenant. Une dernière question, est-ce que l'on peut envisager qu'avec les élections qui sont produites il y a quelques semaines à peine et on va dire une perte de pouvoir de la part du Hezbollah et un peu plus de pouvoir au niveau sur le plan parlementaire de la part des chrétiens, est-ce que l'on peut peut-être envisager un changement ou c'est encore prématuré? Est-ce que l'on peut aujourd'hui envisager un président qui serait chrétien, bien entendu, parce que c'est la loi, mais qui serait peut-être plus favorable à Israël? Il y a aujourd'hui un parti chrétien qui n'est pas celui du président Aoun, qui semble plus modéré et plus enclin à envisager, mais malheureusement, ça ressemble un petit peu à la politique israélienne. Il n'y a aucun parti qui a la majorité en ce moment. Ça va être un jeu de coalition. Et donc, le Hezbollah, bien qu'il ait perdu des voix au Parlement, continue à exercer une grande influence. N'oublions pas que le Hezbollah, en plus, c'est un État dans l'État qui contrôle toutes les sources d'énergie, par exemple, du Liban. Donc, il a gardé pas mal de son pouvoir. Et puis, le reste, évidemment, le problème, c'est la corruption endémique au niveau de ces gouvernements, qui rend extrêmement difficile les rapports et les négociations, car il y en a secrètes, et la main tendue d'Israël vers le Liban.
Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup de nous avoir aidé, de nous avoir ramené à 40 ans en arrière et de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce conflit qui a duré, on va dire, près de 18 ans, on va dire plus de 18 ans au total. Et merci de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette guerre du Liban. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Raphaël. Au revoir.